Les Français parlent au français. La girafe a un long cou. Je répète, la girafe a un long cou. La lune est plein d'éléphants verts. Je répète, la lune est plein d'éléphants verts. Blesse ton cœur d'une lenteur monotone. Je répète, blesse ton cœur d'une lenteur monotone. Et oui, mes amis, vous ne rêvez pas, nous sommes actuellement en pleine période de la Seconde Guerre mondiale avec la machine à voyager dans le temps de Rétro Strange dans Rétro Strange numéro 5. Je vous salue tous mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un mois de début d'année 2025 fantastique. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Planète Strange, bienvenue dans Rétro Strange numéro 5 où il va être question de guerre des étoiles et de Seconde Guerre mondiale avec le Titan numéro 25. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a? Au programme, on a Star Wars. Alors ça, on va y revenir, mais on a Iron Fist versus Captain America. Ouh là là. On a Captain Marvel dans un récit vraiment très sympa, avec Drax le Destructeur sur Titan, la planète de Mentor, de Star Fox et de Thanos. Et enfin, pour terminer, nous terminerons sur les Envahisseurs, où on va en parler un peu plus en détail, pour que vous ayez le plus de précision possible sur cette série qui date des années 70 et pas des années 40. Enfin voilà. Donc, pour commencer, je vais attaquer sur Star Wars 19, The Ultimate Gamble. Au scénario, vous avez Archie Goldwyn, au dessin Carmine Infantino, dessinateur de Flash, dessinateur de Batman dans les années 60, et l'encreur, alors excusez-moi si j'écorche son nom, Bob Viasek, je pense que c'est la bonne prononciation. Donc voilà, Bob Viasek. Avant de commencer, déjà, je suis tombé sur une curiosité en préparant l'émission. Je découvre que l'épisode précédent à l'épisode 19, donc Star Wars 18, qui doit dater de décembre 78, écoutez bien, c'est important, s'appelle l'Empire attaque. Et c'est pas moi qui l'invente. Regardez bien le lettrage, c'est assez étonnant. Cet épisode 18 et ce titre, et on peut même parler de ce lettrage, prédestine de ce que va être la suite de Star Wars dans l'Empire contre-attaque, évidemment, donc l'Empire attaque. C'est la petite curiosité sur laquelle je suis tombé. Je me suis dit tiens, on va en parler, c'est marrant quand même, c'est assez curieux. C'est pas le sujet principal du récit, évidemment. Voilà. Donc c'est quoi la série Star Wars de Marvel? C'est des récits qui se déroulent, en tout cas au tout début, dans les années 70, entre l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, donc le film qui est sorti sous le titre La Guerre des Étoiles ou Star Wars, en 1977, et l'Empire contre-attaque qui va sortir après. Évidemment, la série Marvel de Star Wars va aller même au-delà du Retour du Jedi. J'en ai un peu parlé dans le précédent Retro Strange. Il y a évidemment des curiosités, des libertés que les scénaristes ont pris par rapport à la franchise. Je vais revenir aussi à la toute fin de l'émission sur un ouvrage qui parle de l'interview justement de George Lucas et puis de Roy Thomas. Je crois que Roy Thomas était, me semble-t-il, engagé dans cette conversation sur les négociations de ce que va être Star Wars en comics book chez Marvel. Et croyez-moi, c'est très très riche et très intéressant. Je vous conseillerais évidemment l'ouvrage qui est plus un livre d'art vraiment sympa. C'est quoi mon rapport avec Star Wars? Parce que c'est quand même un truc de dingue. Je fais un Rétro Strange numéro 5. Je crois que c'est ma 53e vidéo. J'ai très rarement parlé de cette franchise qui colle parfaitement au format de ma chaîne, et pourtant je suis un grand fan. Et oui. Alors tout le monde sait, je suis un grand fan de Marvel, je suis un grand fan de la Planète des Singes, ça c'est de notoriété publique, mais je suis aussi un
très grand fan de Star Wars. Mon rapport avec cette franchise fut dès le début en 77 quand il est sorti. J'ai préféré aller voir Bernard et Bianca, pensant que ce film était... Enfin, la raison pour laquelle je ne suis pas allé le voir, c'est que je pensais que ce film était plus proche du journal télévisé que d'un film, un film d'action qui s'adressait à tout public. Je le reverrai à sa sortie, alors je sais plus si c'est en 79 ou 80. Et puis je verrai l'Empire contre-attaque au Grand Rex, le Retour du Jedi dans ma région, et puis les suites. J'ai été voir aussi les éditions spéciales quand ils sont ressortis. J'ai eu la chance de voir La Menace Fantôme, je crois presque 6 mois à l'avance. Presque, ou 4 ou 5 mois à l'avance avant sa sortie en France, puisque j'étais au Québec à ce moment-là. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir en français en plus, avec un doublage québécois, tabernacle. Et puis voilà. Puis mon rapport fut surtout les jouets. Alors les jouets, j'ai été très gâté enfant. J'ai toujours, d'ailleurs, je les ai toujours. J'ai le Chasseur X et le Chasseur T de Dark Vador de l'épisode 4. J'ai au moins une soixantaine de figurines qui comprend la trilogie classique. Et puis j'ai un AT-ST, vous savez, les bipodes qu'on a. Alors ils les vendaient pour l'Empire contre-attaque et ils les ont vendus aussi pour le Retour du Jedi. Et moi c'est la version du Retour du Jedi. J'ai Jabba the Hutt que vous voyez derrière, le Rancor. J'ai d'autres bricolettes. Ah si, j'ai le vaisseau spatial, alors celui-là je l'adore, de Bespin, donc dans l'Empire contre-attaque, vous savez, les vaisseaux orange avec les 2 cockpits. Genre je sortirai tout ça, c'est au grenier. Et d'autres bricoles, évidemment. Et puis j'ai des très beaux livres sur Star Wars aussi, en anglais, en français. Un jour je les sortirai aussi parce que ça mérite franchement d'être vu. Et voilà, donc mon rapport il est quand même très proche de moi là-dessus, il y a pas à se douter. La série Marvel de Star Wars, je dois vous l'avouer que je l'ai dans les Titans. Je l'ai dans la version qui est sortie en édition type comics, c'était Hachette qui avait fait ça. Je les ai dans cette collection d'ouvrages qui a été éditée par Delcourt. Alors je n'ai pas racheté les omnibus, puisque vous pouvez les trouver chez Panini en omnibus. Et puis voilà. On va pouvoir parler maintenant de cet épisode. Donc moi, ce Titan 25, c'est le premier ouvrage, le premier Titan que j'ai lu quand j'étais gamin. De mémoire, je crois que c'est mes cousins qui l'avaient. Et j'ai découvert Les Envahisseurs, ça j'y reviendrai. Iron Fist, ça j'y reviendrai. Captain Marvel que je connaissais déjà un peu via Strange. Star Wars aussi, que je connaissais. Et donc, quand je découvre Star Wars là-dedans, je me dis, waouh, c'est la suite du film. Mais évidemment que c'est la suite du film. J'étais loin d'imaginer que c'était pas le cas. C'était pas la suite du film. Et c'était, une liberté marvelienne. L'histoire raconte quoi exactement de ce Star Wars, donc de cet épisode 19 ? Nos héros sont piégés dans la Grande Roue. Et la Grande Roue, c'est un peu le Las Vegas de l'univers Marvel. C'est une station spatiale gigantesque et où tout est un peu permis. C'est la fête. En fait, en gros, vous pouvez jouer au jeu d'argent, vous pouvez jouer à des combats de gladiateurs si vous considérez que c'est un jeu. Vous avez aussi des courses de véhicules, enfin tout type de jeu, Et l'Empire n'a pas prise sur cette Grande Roue qui reste assez neutre puisque elle reçoit une indemnité importante d'argent de la Grande Roue qui finance l'Empire. Fatalement, cette idée de Grande Roue, elle était géniale. L'homme qui dirige cette Grande Roue s'appelle le sénateur Greshad, donc sénateur impérial quand même. C'est le clan Taj. J'aime bien parce qu'on retrouve un peu des idées qui font penser un peu à Dune. Le clan Taj qui dirige la Grande Roue. Et nos héros se sont réfugiés avec le Faucon Millenium. Donc nos héros
Han Solo, Chewie, Luke Skywalker, la princesse Leia, C-3PO et R2-D2 dans la Grande Roue alors qu'ils sont poursuivis par l'Empire. Pourquoi ils sont poursuivis par l'Empire? Il faut revenir à l'épisode 18 où l'Empire a organisé une fausse attaque d'un convoi qui concerne la Grande Roue, donc du clantage, et en faisant croire que c'est la rébellion qui a attaqué ce convoi. Évidemment, c'est pour desservir l'image des rebelles et donc fatalement desservir la rébellion et retourner le clantage contre la rébellion. Évidemment, ce Casablanca spatial va être en ébullition quand ils vont apprendre que, les rebelles ont attaqué un convoi, on autorise les Stormtroopers à venir à l'intérieur de la Grande Roue pour traquer nos rebelles en fuite. Alors il faut savoir que Luke Skywalker se retrouve en transe, complètement en transe, parce qu'il avait fait un délire avec la Force et au revoir. Donc il va être transporté par C-3PO quand même dans ses bras direction le secteur hospitalier de la Grande Roue avec évidemment le petit droïde R2-D2 et les autres Han Solo et la princesse Leia vont être traqués par les gardes de la Grande Roue et Chewie va réussir à se glisser discrètement dans cette cité spatiale. Très vite, Leia et Han Solo vont se retrouver capturés. Le sénateur Greshad connaît la princesse Leia puisqu'elle a été sénatrice et décide de la garder et libère Han Solo en lui disant « Écoute mon bonhomme, moi je te laisse, après tout tes problèmes avec l'Empire, c'est pas mon problème. » Donc Han repart vers le Faucon Millenium, mais voilà, ils ont pas payé le ticket de parking. Ça arrive très souvent, ça. Et donc, fatalement, saisie du Faucon. Donc, il faut payer ton emplacement. Non, c'est pas grave. Han Solo se sent en veine et joueur et décide de partir pour claquer son argent. Quelle idée géniale dans ce casino spatial. Malheureusement, il va perdre énormément d'argent, mais ça, on y reviendra. Alors que la princesse Leia essaie de convaincre le sénateur Greshad que tout ça est un coup monté de l'Empire, en attendant, Luke se fait soigner, lui, dans le secteur hospitalier. Monsieur est couché, il se repose. Chewie, quant à lui, dans le casino, va avoir des démêlés avec des gros bras et il va casser la figure à 2-3 personnes. Ce qui va se retourner contre lui puisqu'il va se faire neutraliser par les gardes et envoyer directement au cirque pour devenir un gladiateur. Han Solo va pour quitter le casino désespéré et le droïde du casino lui dit « Mais il vous reste une certaine valeur maintenant que vous avez plus d'argent. » Ah oui, laquelle? Votre vie. Si vous donnez votre vie, vous pourrez gagner de l'argent. Pour ça, il reste les combats de gladiateurs. Et donc Han Solo va s'engager pour devenir à son tour gladiateur. Voilà comment se termine l'épisode. Donc c'est un épisode très sympa. Enfin moi j'avais adoré surtout l'idée de la Grande Roue. Je crois que Dark Horse reprendra cette idée dans un épisode plutôt de la prélogie, je crois, de la période liée à la prélogie, parce qu'il me semble avoir vu la Grande Roue une autre fois. Et c'est une des meilleures idées. D'ailleurs, il pourrait l'intégrer moi, je serais eux, je l'intégrerais dans l'univers de Star Wars. Voilà donc pour cet épisode que j'ai franchement apprécié. On passe à l'épisode suivant. On passe donc à Iron Fist. Donc, dans cet épisode d'Iron Fist, donc Iron Fist 12, Assault on Avenger mentionne plutôt, scénarisé par qui? Chris Claremont, dessiné par qui? John Byrne. Ça vous dit rien? Eh oui, le tandem était déjà là et là on se régalait quand même au niveau dessin avec John Byrne sur les épisodes d'Iron Fist, excusez-moi. À l'ancrage Dan Atkins, ça raconte quoi? Misty Knight a été la copine d'Iron Fist, a été capturée par les
démolisseurs. Alors c'est quoi, qu'est-ce les démolisseurs? Alors vous avez à l'origine le démolisseur qui est un ennemi de Thor, le dieu du tonnerre, et qui a une baramine investie d'un pouvoir mystique asgardien, je crois de mémoire investi par Loki, et qui lui donne évidemment une force surhumaine qui lui permet d'égaler Thor. Dans Defenders 18, donc dans un épisode des Défenseurs, vous avez notre ami démolisseur va rencontrer d'autres camarades qu'il va utiliser finalement comme compagnon, comme acolyte. Donc vous avez le boulet, vous avez le compresseur et vous avez le bulldozer, comme c'est original. Avec la baramine, et il peut transmettre une partie de ses pouvoirs à ses trois acolytes, ce qui fait que la force est évidemment divisée. Plus ils sont nombreux, moins la force surhumaine du démolisseur est au-dessus, donc elle est divisée forcément par 4. Et à 4, c'est une bonne équipe de bras cassés qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans la série Secret War, puisqu'ils feront partie des méchants de cette série. Donc les 4 vilains veulent rentrer à l'intérieur du QG des Avengers. Et oui, donc ils ont capturé Mystic Knight, l'approche d'Iron Fist, pour obliger Iron Fist à rentrer à l'intérieur du QG des Avengers et leur ouvrir les portes pour neutraliser tout le système de sécurité, pour que les démolisseurs puissent rentrer à l'intérieur pour s'emparer de leur matériel et pour se venger aussi au passage de cette équipe qui les énerve. Iron Fist s'introduit à l'intérieur du QG. Il va assommer par mégarde Jarvis, le majordome. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, les Avengers gardent toujours un Avenger pour surveiller le QG. Et là, pas de bol pour Iron Fist, il s'agit de Captain America. Alors je dois vous dire que c'était, je crois, la première fois que je découvrais Captain America dans ce Titan 25. Pour 2 raisons, on va y revenir après, puisque il est aussi dans la série des Envahisseurs. Donc je découvrais ce super-héros qui, pour le coup, je trouve dans cet épisode, en impose, mais alors vraiment quoi. Donc il va y avoir baston kung-fu contre boxe et karaté. Ça y va, ça envoie, bing bam boum. Iron Fist nous fait son Bruce Lee. Évidemment, Iron Fist se comprend que le combat peut durer un bon moment et va se retrouver dans une position de danger, de menace, avec une poutre qui est sur le point de s'effondrer et refuse de bouger et de se déplacer pour faire comprendre à Captain qu'il n'est pas son ennemi et qu'il a besoin de son aide. Captain prend son courage, réussit à sauver à temps Iron Fist de l'effondrement. Et à partir de là, un dialogue se noue. Les Iron Fist expliquent la situation à Captain America et nos 2 comparses vont tendre un piège aux démolisseurs et les vaincre à l'intérieur du QG des Avengers avec tout le système de sécurité qui va avec. Donc c'est un épisode qui se termine bien, qui a commencé dans le Titan 24 et qui se termine dans le Titan 25. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? J'ai adoré. Alors c'est simple, c'est basique, c'est le récit de super-héros le plus basique, mais les dessins sont tellement fantastiques, l'histoire est fluide, c'est une vraie histoire de comics book, de super-héros, tout ce qu'il y a de plus basique, et en plus, pour moi, c'était la mise en scène de Captain pour la première fois, et je le trouvais incroyable, mais vraiment incroyable. Voilà sur notre ami Iron Fist, qui reviendra probablement dans un futur Retro Strange. On passe au suivant, on passe donc à Captain Marvel, donc le 3e épisode de ce magnifique Titan. Donc, The Trouble White Titan, ou Titan, ou je sais pas comment ils disent les Anglais, mais... Donc au scénario, Doug Monk, un dessinateur que j'ai découvert à ce moment-là, et je n'ai pas revu tant de fois, d'ailleurs si... je pense notamment au French Geek qui connaît bien les artistes. Pourra un jour nous parler de lui et ce qu'il a fait, parce que j'avoue, j'ai pas fait trop de recherches là-dessus.
Mais en relisant ces épisodes, j'ai été émerveillé par ces dessins, comme la toute première fois où je les ai lus. Donc c'est Pat Broderick, un dessinateur assez incroyable. Et à l'ancrage, Bruce Patterson. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans cet épisode de Captain Marvel, qui est le numéro 59. Alors Captain Marvel était à l'origine dans Strange, comme Iron Fist d'ailleurs. Ces deux séries ont été dans Strange au départ et ont fini dans Titan. Cet épisode de Captain Marvel, voilà ce qui se passe. Captain Marvel et Drax, le Destructeur, donc Drax que vous connaissez si vous suivez les Gardiens de la Galaxie, mais qui était très différent à l'origine et qui avait qu'une seule obsession, tuer Thanos. Et oui, le titan fou. Malheureusement pour lui, Thanos est mort, enfin en tout cas supposé mort, puisque il a été statufié par Adam Warlock dans sa station spatiale, une fois qu'il s'est emparé pour la toute première fois des 6 joyaux de l'infini. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans un annual Marvel 2-in-1, je sais plus le numéro en tête, mais qui a été maintes fois réédité dans les intégrales de chez Panini Comics, que ça soit chez les Avengers, chez La Chose, me semble-t-il, dans celui d'Adam Warlock, le volume 2, de Jim Starlin. Je serais pas étonné si ça n'a pas été fait aussi dans Captain Marvel, j'ai un doute. En tout cas, ça a été à plusieurs reprises réédité. Donc qu'est-ce qui se passe ? Après que Drax ait jeté son dévolu sur Captain Marvel, considérant que c'est lui qui est responsable de la mort de Thanos, qu'il n'a pas pu assouvir sa vengeance pour laquelle il a été créé, Captain Marvel essaie pourtant de lui faire comprendre que non, bonhomme, moi j'y suis pour rien. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est Adam Warlock. Mais Adam Warlock est mort en même temps. Drax s'en fout, il veut lui foutre des parpaings dans la figure. Tout ça, c'est dans le Titan 24, si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Donc, suite à un SOS envoyé par Isaac. Alors, qui est Isaac ? Isaac, c'est l'intelligence artificielle qui fait que la vie est possible à l'intérieur de Titan. Parce que Titan est une lune de Saturne. Donc évidemment, la surface est stérile et lunaire, mais l'intérieur de Titan, il y a tout un monde incroyable qui est géré par cet ordinateur. Titan, les habitants de Titan sont des éternels. J'en ai déjà parlé dans différents formats, dans le dernier Retro Strange aussi, me semble-t-il, où en fait il y a eu un conflit entre les éternels de la Terre et certains d'eux sont partis dans l'espace pour s'installer A sur Titan et B sur Uranus. Donc Thanos est un descendant de ces éternels-là. Il est souvent pris d'ailleurs à tort pour un déviant, mais alors que ce n'est pas du tout un déviant. Il a un syndrome déviant, ça c'est vrai, mais il n'est pas un déviant, c'est un éternel. Sur ce monde reste Mentor, qui est le chef des éternels de Titan, et l'un des plus connus, qui est Star Fox, qui deviendra un Avenger, et qui est Eros, et d'autres éternels. Ils sont tout simplement une poignée. Alors, si j'ai bien cru comprendre, au moins 17, mais peut-être même un peu plus. Donc voilà, donc Isaac alerte avec une hologramme Captain Marvel et Drax, comme quoi les hommes de main, ou plutôt les aliens de main de Thanos ont décidé d'attaquer Titan pour se venger la mort de Thanos. Évidemment, nos deux héros partent dans l'espace, direction Titan. Alors attention, ça vole vite, Captain Marvel. Lui, il peut respirer dans l'espace, je vous le dis direct. Et il a la conscience cosmique, si vous l'ignorez. Ça l'aide beaucoup, et ce petit truc de la conscience cosmique, c'est un peu comme le signal et le sang d'araignée de Spider-Man. C'est ta gueule, c'est magique, je vous le dis direct. Donc, Captain Marvel, il a du ta gueule, c'est magique comme pouvoir. Donc, voilà, j'en dirai pas plus. Donc, c'est un épisode super intéressant parce qu'on va explorer l'intérieur de ce monde de Titan, et je crois que ça n'a jamais été fait, en tout cas pas à ce point-là. J'ai pas le souvenir dans les épisodes de Jim Starlin de Captain Marvel qu'on ait exploré à ce point les entrailles de Titan. En tout cas, ça a été très très peu, je trouve, mis en valeur dans l'univers Marvel. Là, on y est, et on est dans un univers plutôt mythologique.
Ce qu'ils ignorent tous les deux, c'est que Isaac, en fait, a un sous-programme que Thanos lui a laissé et que tout ce qu'il a raconté sur cette attaque d'hommes de main ou d'aliens de main sur Titan est faux. Isaac s'est emparé de Titan. Isaac a capturé les éternels de Titan et a l'intention de les éliminer. Il a un projet, un but que je vais vous révéler un tout petit peu plus tard. Et donc, devient une menace prioritaire. Mais ça, nos héros l'ignorent. Captain Marvel et Drax l'ignorent totalement. À peine arrivés à l'intérieur des entrailles de Titan, ils découvrent Mentor et Eros dans des cocons de toile et se retrouvent confrontés à des araignées géantes, des arachnides gigantesques, prêts à les vider complètement de leur sang. Évidemment, Drax et Captain Marvel vont utiliser leur plein pouvoir pour les défoncer et sauver et arracher de la toile les deux éternels. Star Fox et donc Eros et Mentor se retrouvent libres et donc Captain Marvel essaie d'en savoir un peu plus. Les deux éternels lui expliquent que les hommes de Thanos sont revenus et ont pris possession de la cité des éternels. Eros explique aux deux héros qu'il faut passer sous l'arbre d'éternité dans des galeries souterraines qui nous amèneront directement aux fondations de la cité. Donc, Drax et Captain Marvel suivent Eros et Mentor. Drax qui reste quand même sur une alliance très fragile avec Captain Marvel, parce qu'il lui dit, une fois qu'on aura réglé cette histoire avec Isaac, je réglerai mes comptes avec toi et je te tuerai, honorablement s'il faut. Donc on est vraiment sur une alliance pleine de tensions. Les deux héros suivent donc les deux éternels et Captain Marvel tend une perche à Eros et le piège. Paf, directement. Il comprend qu'il n'a pas affaire aux deux éternels, mais à des créatures métamorphes végétales qui vivent sous terre et qui pourraient faire penser aux body snatchers. Si vous avez jamais vu le film, les films, faut les voir, surtout celui des années 70 avec Donald Sutherland. Celui-là, je l'adore. Donc, ils vont leur casser la gueule aux dominés et ils vont se retrouver face à un espèce de Jabba the Hutt qui s'appelle, alors il faut que je retrouve son nom ce pépère, il s'appelle comment celui-là, le seigneur de quoi, le seigneur des souterrains je crois, ou un nom comme ça, un espèce d'être énorme, costaud et qui va envoyer toute sa horde de créatures pour affronter Marvel et Drax. Parallèlement à ça, on découvre là, dans la Cité des Éternels, qu'Isaac parle à un personnage qui était jusqu'à présent mystérieux, qui est en fait son homme de main, une créature humanoïde qu'il a créée qui s'appelle Stellairax, qui va être un peu son épée pour affronter nos héros, peut-être ou pas. En tout cas, il lui confie une mission, rassembler les troupes de Thanos pour débarquer sur Terre et envahir la Terre. C'est le parfait bon moment pour le faire, vu que Captain Marvel et Drax sont dans les entrailles de Titan et ne pourront pas intervenir si Stellairax envahit la Terre. Oh, c'est malin. C'est un vrai coup d'échec pour l'ordinateur de Titan. Et du coup, Stellairax s'embarque et s'envole avec un vaisseau spatial et une armée d'aliens direction la Terre. Ça promet. Captain Marvel et Drax se défont de leurs ennemis et se retrouvent devant le seigneur des souterrains qui leur explique que ils sont bien dans le caca parce que notre ami Isaac a bien prévu de les piéger, étant donné que il a déjà envoyé une armée vers la Terre. Et oui, révélation. En attendant, le duo de super-héros doit encore affronter et franchir des épreuves face à d'autres créatures, d'autres éternels plutôt maléfiques et qui ressemblent à des dieux comme des dieux de l'Olympe. Mais ça, c'est dans le Titan 26, donc c'est un autre épisode. Parallèlement à ça, Stellairax dévoile ses vraies intentions.
et déclare qu'il ne travaille pas pour Isaac, mais qu'il travaille pour lui. Il devient totalement indépendant et il va donc envahir la Terre pour sa propre personne. Voilà comment cet épisode de Captain Marvel se termine. Ce que j'en ai pensé, c'est un épisode fantastique. C'est un épisode que j'ai adoré. Les dessins, je les trouve de Pat Broderick, je les trouve fabuleux. C'est peut-être la dernière, de toute façon oui, c'est la dernière bonne période sur la série Captain Marvel. Il y avait eu tout l'arc de Jim Starlin qui était incroyable. Et il y a cet arc-là qui est plus court peut-être, où il y a peut-être pas un vilain à la hauteur de Thanos évidemment, mais on retrouve quand même beaucoup de choses de cet univers commun. Et donc bah voilà, moi je vous dis, 3 épisodes dans ce Titan 25, 3 bons épisodes, ça, on n'est pas loin du combo parfait, moi je vous le dis. Et puis ben on va passer à j'y arriverai pas, hein. The Invader, les envahisseurs, cher à David Vincent, les envahisseurs numéro 3, pour parler de cette série un peu plus en détail, car elle parle de la Seconde Guerre mondiale, et oui. The Invaders 3, donc le titre, rien que le titre fait rire, Blitzkrieg at Bermuda. Scénario de Roy Thomas, dessin de Frank Robbins et ancrage de Vince Coletta, voilà. Alors Frank Robbins, hein, mon rapport avec ce dessinateur est un peu particulier parce que je suis pas du tout fan. Je me souviens de son travail sur Captain America, entre autres. Il fait des personnages plutôt élastiques, hein, dans sa manière de faire. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, dans cette série The Invaders, oh là là, je trouve que son style passe. J'ai pas d'explication, peut-être parce que il a un style peut-être plus rétro et que ça correspond un peu à l'époque du Golden Age, voilà. Alors les envahisseurs, contrairement à une idée reçue, c'est pas une série du Golden Age, hein. C'est une série qui a été créée dans les années 70, pendant l'âge de bronze. Elle regroupe des super-héros très emblématiques du Golden Age de l'époque de Timely Comics, donc le nom d'origine de Marvel Comics, avec Namor, Submariner, le prince des mers, la toute première torche humaine que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas et qu'on peut apercevoir très rapidement dans le film Captain America The First Avenger, au tout début du film. Il est sous un bocal, donc la première torche humaine est un androïde. Hein. Un jour je raconterai ses origines, mais c'est un peu plus complexe. Du mutant taureau, qui est l'acolyte de la torche humaine, qui a les mêmes pouvoirs que lui, et de Captain America et de son acolyte Bucky. Bucky Barnes, que vous connaissez, et qui deviendra plus tard le soldat de l'hiver. C'est Roy Thomas en fait qui a eu l'idée de cette équipe, alors qui est une équipe très inspirée des All Winners, une série qui date de 1941, enfin une série qui est apparue en tout cas dans 1941, qui fera d'autres réapparitions en 1946 et qui regroupait un peu des héros Marvel de l'âge d'or en fait. Hein. Donc, il a un peu l'idée de se dire, si cette équipe, si ces héros emblématiques avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est là où il va faire apparaître pour la toute première fois dans un épisode des Avengers l'association Namor, la Torche Humaine, Captain America à Paris pendant l'occupation, dans un épisode où ils vont se retrouver à combattre Black Panther, La Vision et Yellow Jacket, ou Veste Jaune, Pourpoint Jaune, Le Frelon, appelez-le comme vous voulez, enfin bref, Hank Pym. Ils vont se battre dans Paris. Pourquoi ces héros se battent les uns contre les autres à cette époque-là? Tout sera expliqué un jour dans un bref de comics, parce que je compte en faire un sur le sujet, parce que c'est une super histoire. Et c'est dans Avengers 71, en fait, que pour la première fois, en 1969, Roy Thomas commence à réfléchir à cette idée d'association de super-héros de l'âge d'or. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en 75, on va lancer Giant Size Invaders 1.
Invaders One. Oh, Invaders, c'est pas mal là. C'est mieux, je l'ai un peu plus quoi. Qui va raconter les origines de la rencontre de ces 5 super-héros et qui vont être au service des Alliés pour combattre les forces de l'Axe et fatalement les nazis, hein, entre autres, parce que c'est assez souvent les nazis sur lesquels ils tapent. Moins les Japonais, parce que j'ai pas le souvenir qu'on voit beaucoup d'épisodes où ils affrontent les Japonais. Et ben de là, ils vont se réunir pour combattre ensemble, et en même temps, leur nom va être donné par Winston Churchill en personne. Ouais, les envahisseurs. Après tout, vous venez envahir l'Europe pour chasser les nazis, donc, et les hordes fascistes, donc ça sera les envahisseurs. Bon, il faut savoir que c'était déjà dans les tuyaux qu'une équipe un jour, ou un duo de super-héros, et ce nom-là, un vieux projet qui est resté dans les tiroirs, où en fait, Stan Lee avait pour idée d'associer Namor et Hulk assez régulièrement, sorte de préquel de ce qu'allaient devenir les défenseurs, et il voulait les appeler les envahisseurs. Ça avait énormément marqué Roy Thomas, et puis c'était aussi une période où la série Les Envahisseurs avait encore énormément de succès. Donc le nom était porteur, le nom était commercial, il fallait le mettre. Voilà pourquoi la série s'est appelée Les Envahisseurs. La série s'arrêtera en 79, il y aura 41 numéros. L'équipe des Envahisseurs sera rejointe aussi plus tard par Union Jack, un super-héros britannique, Spitfire, une super-héroïne britannique, The Weather et Miss America rejoindront aussi l'équipe des Invaders, et on verra la Légion de la Liberté, une équipe de super-héros toujours de l'âge d'or, avec le Patriote, Red Raven, le Diamant Bleu, le Filiforme. Oui, il y a un super-héros qui s'appelle le Filiforme, il est tout plat comme une limande, hein, monsieur, je vous assure, c'est hallucinant. Jack Frost, une sorte d'iceberg qui vit au pôle Nord. Et voilà, hein, tout ce que je peux vous dire sur la série telle qu'elle était. Ça fera aussi ressurgir des vilains comme Red Skull, hein, entre autres, qui fera une apparition. Il y aura quelques interactions aussi avec des personnages Marvel. On reviendra sur cette rencontre d'Avengers 71, par exemple, entre les Avengers et les Envahisseurs. On aura des nouveaux vilains comme Masterman, par exemple, ou le Baron Blood, l'espèce de vampire, et puis d'autres personnages créés à l'occasion. Concernant l'histoire de cet épisode, ça commence par une bonne baston dans l'océan Atlantique contre des U-boats allemands. D'ailleurs, c'est un pléonasme. Plutôt, des sous-marins allemands. Namor, Submariner, leur casse la gueule. Thor, leur périscope en bretzel, bloque les écoutilles des lance-torpilles et leur fait péter la tronche. Bref, Namor est en forme. Il peut se faire du nazi sous l'eau, il va le faire et il le fait. On est vraiment dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, les autres Invaders vont capturer le commandant du sous-marin et le ramener avec l'aéronef de l'Atlante à Washington DC. Arrivé à Washington, ils vont découvrir que notre ami a un espèce de message, mais ça c'est les services secrets américains qui vont s'en occuper. Eux, parallèlement, demandent aux envahisseurs de protéger Winston Churchill, qui est en pleine tournée en Amérique du Nord, et dans les Caraïbes, il va donc partir aux Bermudes, d'où ce titre, Blitzkrieg at Bermuda. Rien que le titre, j'adore. Qui a eu cette idée? C'est tellement drôle. Donc ils sont prêts à partir aux Bermudes pour protéger Winston Churchill. Mais les services secrets renseignent aussi les envahisseurs qu'une multitude de U-boats circulent dans cette région. Et les nazis sont pas fous, ils veulent se le faire, le Winston. Donc, les envahisseurs sont prévenus, mais là aussi, ils vont découvrir, toujours par les renseignements, que un nouvel allié s'est approché des nazis, et un allié qui dérange profondément Namor. Car cet allié est un Atlante, il s'agit de Human, ou Human.
Bref, un géant de plus de 2 mètres de haut, avec une force herculéenne, et il a un commando d'Atlante, et ils attaquent tous les bateaux américains, et croyez-moi que ça dézingue à tour de bras, hein, et vas-y que ça tue tout le monde, hein, ça arrache les canons, ainsi de suite. Ce qui met profondément en colère Namor, car pour lui, les Atlantes sont en guerre contre l'Axe, suite à un bombardement qui a eu lieu sous l'eau contre eux. Donc, il décide de prendre les choses en main tout seul, et il envoie baldinguer les envahisseurs, s'envole pour récupérer son aéronef, mais les autres envahisseurs essaient de le retenir en lui disant « Non, mais écoute Namor, on peut faire ça ensemble, je t'assure ». Namor, vous le savez, a un sale caractère et leur pète la gueule. Il les défonce tous. Toro, la Torche, Captain America, et en plus de ça, il est aidé par Bucky Barnes. Bucky va aider Namor à s'enfuir avec son aéronef et les deux héros s'enfuient direction les Bermudes pour péter la tronche de Human. Voilà comment se termine l'épisode. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah déjà, mon rapport avec cet épisode est assez étonnant parce que j'ai vraiment cru pendant un moment que c'était la première torche humaine, enfin la torche humaine des 4 Fantastiques, malgré le fait qu'il porte un juste au corps rouge. Mais à l'époque, souvenez-vous, pour les plus anciens, on connaissait la torche avec un costume rouge puisqu'il l'avait, dans les années 70, il l'avait embrassé, ce costume rouge, avec le numéro 4. Donc pour moi, ça ne me choquait pas de le voir comme ça. Ce qui me surprenait, c'était pas de le voir avec les 4 Fantastiques. Ça m'a encore moins surpris, et je ne sais pas pourquoi, il participait à la Seconde Guerre mondiale. Ça, alors là, pas d'explication. Jamais vraiment trop réfléchi à l'époque, parce que j'étais assez jeune, je pense. Et le voir associé avec Namor, que je connaissais déjà, et Captain America, je fais, waouh, la classe, quoi. Le Captain America que j'ai découvert dans ce Titan, quoi. C'est vraiment, voilà, de haute volée. L'épisode en lui-même est plutôt sympa. Voilà, j'en tire pas non plus une conclusion énorme. Je dirais que le meilleur épisode des 4 à choisir, si je dois en choisir un, eh ben c'est celui de Captain Marvel qui bat, je pense, un peu haut la main tout le reste. Ensuite, je mettrai probablement celui de Star Wars, La Guerre des Étoiles, parce qu'il est plutôt bien ficelé. Et j'enchaînerai avec Iron Fist de très très près, puisque l'épisode est assez simple, assez basique, mais reste de qualité. Et enfin, je terminerai sur l'épisode des Envahisseurs, comme le 4e épisode. Ce Titan 25 est un bon cru. Le journal Titan va avoir beaucoup de séries qui vont bouger. Bah oui, ça va bouger parce que les Envahisseurs, ça ira pas jusqu'au bout. Ça sera remplacé, alors je ne sais plus, par Micros, me semble-t-il, ou Machine Man. En tout cas, ces séries-là vont débarquer dans Titan. Vous aurez Dazzler aussi, puis plus tard les Nouveaux Mutants. Enfin voilà. Titan, ça bouge. Titan, ça move, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, dans ce Titan fantastique mon petit Norman, nous avons tout un article et un passage sur la viande végétale, une viande végétale, le soja. Donc déjà, en 1980, pour un prix de 4 francs, 4 francs 50, nous avons la possibilité d'avoir tout un article sur le soja. C'est passionnant. Ensuite, nous avons les animaux célèbres, le coq de Diogène, le renard du Spartiate, le cheval de Troie, ça celui-là au moins, celui-là on le connaît, et le chien d'Alcibiade, avec un bon de commande pour commander des titans, des albums des 4 Fantastiques, des albums de l'Araignée, album Conan ou autres albums comme la saga d'Iron Joe. Waouh, ça promet, franchement c'était pas génial. Enfin bref, un petit tour sur un Overcraft, eh oui, un Overcraft, c'est vachement bien, ça sert, même quand il y a des inondations en Bretagne actuellement. Petite pensée à nos amis bretons. Vous avez le Lugrevu pour les kiwis, les Nevada, les Rodeo, Nova, Speedy, Strange, Special Strange et consorts. Et enfin, le courrier des fans de Titan, cher à Norman. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce courrier des fans de Titan ? On y va. Donc, c'est un courrier de Hugo R et de Rémi L, habitant à Lyon. Ils ont été 2 pour écrire cette lettre, donc on les félicite.
Ce matin, nous nous sommes rués chez notre gentil marchand de journaux. Ils sont sympas. Où nous vîmes, trônant sur l'étalage, aux joies, aux délectations, le Titan numéro 22. Après avoir radieusement soulagé notre porte-monnaie de 4,50 francs, j'adore parce qu'ils ont mis un petit style. Alors ils mettent entre parenthèses, alors là, faisons comme tout le monde, le rapport qualité-prix est bien meilleur. Fin de la parenthèse. Quelques microsecondes et quelques kilomètres plus tard, nous étions installés pour le meilleur et pour le pire dans notre divan. C'est là que nous apprêtâmes nos yeux innocents à la beauté profane de cette Bible païenne. Un ange passa, fascinant de rêve. Nous ouvrîmes le supposé monument d'art pictural. Un autre ange passa, dégoulinant de noire misère, la guerre des étoiles, 3 points de suspension. Le cauchemar commençait, 3 points de suspension. Les dessins du Seigneur sont impénétrables. Alors pas les dessins, hein. Enfin bref, vous m'avez compris. Ceux de Infantino sont ignobles. Ah, les salopios. Tout cela pour vous dire que nous n'aimons pas la guerre des étoiles. Nous, c'est-à-dire 2 vieux de la vieille qui, eux, connurent Jack Kirby, John Buscema et les autres. Bien ancrés dans notre scolarité, nous avons pris l'intéressante habitude de noter systématiquement tous les épisodes, à raison d'une note pour le scénario et d'une autre pour les dessins. Guerre des étoiles, les scénarios, 7 sur 20. Oh putain, pardon, excusez-moi, sans voix du gras. Dessin, 8 sur 20. Ça n'enlève rien à l'épisode que j'ai soutenu là. Hein. Moi, les épisodes d'avant, je suis pas là pour les juger. Hein. Pour qui a vu le film, 3 points de suspension. Bah là, c'est gros taquet dans la tronche. Nous espérons. Stompons la critique avant d'être méchants. Iron Fist. Scénario, 13 sur 20. Dessin, 9 sur 20. Ouais, ils sont durs, et c'est John Byrne, mais faut pas exagérer. Pour qui connaît Larry Hama, le scénario n'est pas mauvais, juste banal. Avec un bon dessinateur, Iron Fist deviendrait une bonne série. Elle n'est que moyenne. Eh ben, quand on pense à la carrière de John Byrne après, mes petits agneaux, je pense que dans le genre de bêtises, là, vous venez d'en accoucher d'une. Mais on a tous le droit de pas aimer à l'époque, dans le contexte de l'époque. Captain Marvel, scénario 10 sur 20. Dessin 8 sur 20. Il faut avouer que avant de l'arrivée de Pat Broderick, c'était un peu dur hein, quand même les dessins de Captain Marvel. Hein. Pour qui connaît Starlin, 3 points de suspension. Captain Marvel contre Thanos, c'était une des meilleures séries que Strange ait publiées. Cela nous fait de la peine de le voir dans Titan. Spécial Strange, alors là, nous nous prosternons. Nous avons longuement discuté et en sommes arrivés à la conclusion que les nouveaux X-Men sont peut-être la meilleure série que Lug ait jamais publiée. Ah, ben ça parle de Spécial Strange. La chose est formidable également. Mais voici les notes. X-Men scénario 19 sur 20, dessin 19 sur 20, incroyable, John Byrne est aussi bon avec les X-Men que Cockrum. Alors les mecs, ils viennent de descendre John Byrne dans Iron Fist, et là, il lui donne 19 sur 20 dans les X-Men. Je ne sais pas quoi dire. Alors, je dis pas que son travail sur Iron Fist est peut-être moins bon que celui sur les X-Men, ça, en tout cas à l'époque. Alors, est-ce qu'on a le Spécial Strange? Oui, c'est le numéro 19, donc on est au tout début de l'ère de John Byrne hein, au sein de la série des X-Men. Mais quand même, être aussi dithyrambique dès le début, après avoir descendu Iron Fist, c'est curieux quand même. Quel changement avec les dessins médiocres du même artiste de Iron Fist. Eh ben voilà, hein, c'est... Malgré toutes les méchantes choses que nous avons dites, il faut avouer quand même que Strange & Co. reste incontestablement nos revues préférées. Eh ben voilà, on vous a écouté, Hugo et Rémi, on vous a écouté. Mais on a le droit de pas être tout à fait d'accord avec vous. Alors c'est vrai que j'ai l'avantage du recul par rapport à ce qui... Et voilà, moi, il y a un peu de recul. Là, vous êtes né dans le bec, au numéro 22, alors que j'en suis déjà, moi, au numéro 25.
Ensuite, nous avons un courrier de Jean-Marie de Vaux-en-Velin. Alors Jean-Marie, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour répondre à votre question de Titan numéro 20, je ne suis pas d'accord avec les fans de Titan qui veulent supprimer la guerre des étoiles, et pourtant j'ai écrit une lettre contre la guerre des étoiles, mais j'ai changé d'avis. En regardant attentivement les dessins de Carmine Infantino et de Terry Austin, je souhaite qu'il y ait beaucoup de fans de Titan qui soient de mon avis. Voilà, quelqu'un qui aime bien Carmine Infantino. La réponse des éditions Luc, puisqu'ils n'avaient pas répondu aux deux autres, je pense que la réponse va être collégiale pour les deux lettres. Ce mois-ci, c'est le mois des Lyonnais. Pur hasard, la lettre de Hugo et de Rémi est un peu sévère. Moi, je suis un peu du même avis. Mais comme elle est pleine d'humour, c'est avec plaisir que nous publions leurs critiques. Et de même que le mea culpa de Jean-Marie. Eh ben voilà, Jean-Marie. Dois-je vous donner le nom de Jean-Marie? Non, je vais pas vous le donner. Non, je vous dirai pas qui c'est. Je le garde pour moi. Enfin, une lettre de Jean-François de Breuillé. Alors, Breuillé dans l'Essonne? Si c'est toi, Jean-François P, si tu m'entends, si tu me suis, tu habites pas très loin de chez moi, attention, si c'est le même Breuillé. Alors, je viens de lire Titan numéro 22 et je suis amené à vous poser deux questions. Pourquoi les X-Men, dans l'histoire avec Torchy et Iceberg, ont-ils revêtu leur ancien uniforme et que fait Angel avec eux? A-t-il rejoint les X-Men après la dissociation des champions? Vous dites que les envahisseurs sont constitués de Namor, Captain America et la Torche, et que cette histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment Torchy peut-il y être? Ah ouais, normal. Ces questions, elles sont légitimes, parce qu'à l'époque, on les expliquait pas vraiment, ou alors fallait vraiment suivre toutes les revues des éditions Lug. Après ces questions, une précision sur Wonder Man, que nous avons revu dans Titan numéro 20, Strange numéro 116 et 117. Ayant été abattu par Zemo, les Vengeurs avaient décidé de conserver la structure de son cerveau de façon à ce qu'il puisse revivre plus tard sous une autre forme. C'est probablement ce qui s'est passé d'une façon que j'ignore pour le moment. Merci pour ces précisions, Jean-François P. L'histoire de la Torche et Iceberg, publiée dans Titan 22, date de l'époque des anciens X-Men. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Les épisodes datent entre les deux. C'est-à-dire qu'ils datent de l'époque où la série s'est arrêtée des X-Men et avant l'arrivée des nouveaux X-Men. Voilà, je le précise. Pourquoi ils ont des anciens costumes? C'était assez compliqué. C'est assez compliqué à l'expliquer parce que ils ont quand même, dans différentes séries, et ça, je vous invite à découvrir le bref de comics sur les années fantômes des X-Men, où j'en parle un peu. Donc, si ça vous intéresse, regardez, et vous verrez dans les séries, dans le gros des séries où ils sont apparus, pendant cette période, et effectivement, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils leur ont fait porter leur ancien costume. Dans la série de John Byrne, qui reprend plus tard ces années-là, lui apporte une explication. Mais bon, c'est une explication après coup. Donc je vous invite à revoir tout ça et vous aurez la réponse à toutes ces questions. Donc là, ils se trompent, les éditions Lug, mais après, il faut reconnaître que c'est pas simple. Hugo, Human Torch des Envahisseurs est un personnage dont s'est inspiré Stan Lee pour créer Johnny Storm. La torche humaine, c'est un androïde et non un humain. Et voilà, donc la réponse, elle est là. Plus tard, on dira que c'est la vision, en fait, c'est le corps de la vision. Et bien plus tard, on nous expliquera que c'est... Mais non, pas du tout. En fait, ils sont frères de fabrication. Moi, ce qui reste un mystère, et ce que Marvel aurait pu explorer sur cette torche humaine, c'est pourquoi cette technologie aussi avancée débarque dans les années 40. Parce que franchement, créer un synthozoïde aussi parfait que ça... Est-ce qu'il n'y aurait pas de la technologie extraterrestre derrière tout ça? Voilà une piste qu'il faudrait plutôt chercher. Ensuite, on a un Maximo croisé. Voilà, je vous la fais courte. Un Maximo croisé, super sympatoche. Bon, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de grand chose à dire. Et on termine sur les belles couvertures que vous avez à la fin. Où vous avez dans Nova 27 le début de la grande aventure inédite du surfeur d'argent par Stan Lee et Jack Kirby, le retour triomphant de Magneto dans Special Strange avec les fabuleux X-Men, pour les jeunes fans de super-héros, Spidey avec la torche, l'araignée et des jeux à gogo, oui.
Derrière, sur le dos de la couverture, vous avez la plus grande réunion de super-héros dans un album géant, tout en couleur. L'araignée, la torche, la guêpe, Port-Point Jaune et Miss Marvel. Des vilains de choc, Equinox et le Super Skrull. Un super album de l'araignée dessiné par John Byrne et scénarisé par Chris Claremont. Je vous invite à le découvrir. Peut-être qu'un jour, je ferai un rétro dessus. Ensuite, nous avons Le Retour du Prince des Mers, réédité en album, les premières aventures des Fantastiques, réalisées par les meilleurs Stan Lee et Jack Kirby. L'Homme Miracle et le Prince des Mers entrent en scène. Ne manquez pas les débuts des Titans de la BD en vente en avril. Wow, voilà. Donc, maintenant, après tout ça, qu'est-ce que je vous conseille à lire ? Et donc, on arrive dans la dernière partie de l'émission. Et oui, on va finir sur quelques conseils lecture. Alors, conseils, plutôt des références, c'est-à-dire si vous voulez retrouver ces récits, où est-ce qu'on peut les retrouver, ce genre de choses. Vous noterez la magnifique couverture de Jean Frissano, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui fait référence pas du tout au Invaders numéro 3, que j'ai décrit, mais ça on regardera ensemble tout à l'heure. Il me semble que c'est peut-être le Invaders 1 ou le Giant Size 1, je ne me souviens plus, on regardera. Dans mes conseils lecture, on revient sur Star Wars, donc si vous avez aimé cet épisode, si vous êtes nostalgique de cet épisode, et vous vous demandez si ça a été réédité. Alors ça a été réédité en plusieurs reprises. Il y a eu la collection Hachette, j'en ai parlé, je les ai là mais je vais pas vous les montrer, et vous avez chez Delcourt cet ouvrage, donc il y a plusieurs volumes. Celui-ci, moi je les ai pas tous parce que je crois qu'il me manque en fait le dernier volume, parce que je me suis arrêté à un moment donné. J'ai repris toute la période de Carmine Infantino et même de Walter Simonson après, jusqu'au Retour du Jedi et quelques épisodes après, et ça s'arrête là. Donc vous pouvez les retrouver dans ce volume qui s'appelle Star Wars Classique. Alors, je sais pas si c'est toujours en vente, ça m'étonnerait. Mais ça a été réédité aussi en omnibus chez Panini Comics, donc vous les retrouvez quand même assez facilement, aussi bien chez Hachette, aussi bien dans ce Star Wars classique, ou aussi bien dans l'omnibus. À vous de faire les brocantes, si vous rajoutez les Titans, vous les avez là-dedans. Concernant l'anecdote que je vous ai racontée dans le Retro Strange numéro 4, lié à ce comic signature, où j'ai parlé de l'interview et de la particularité quand même des 6 premiers épisodes de Star Wars, puisque c'est l'adaptation du film, que ces épisodes-là, les 2 premiers, c'est ce que je vous avais déclaré, étaient sortis avant la sortie du film. En fait, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est les 3 premiers épisodes. J'ai découvert ça en refouillant mes archives dans ce magnifique ouvrage sur Star Wars. Alors, des ouvrages sur Star Wars, j'en ai plein, J'en ai vraiment des très beaux. Un jour, je ferai une spéciale là-dessus. Et je vous promets que je vous ferai voir ce qu'il y a et ce que j'ai. Il y a vraiment des très très beaux livres, notamment un que je possède, qu'on m'a offert il y a très longtemps et qui regroupe tout ce qui a été fait dans la trilogie classique, dans un livre très très luxueux et très grand. Puis j'ai des livres en anglais aussi, enfin bref. Donc ça, c'est Star Wars, le meilleur des comics, si vous l'avez jamais vu. Alors c'est édité par qui ? Hugin N. Nunin, peut-être bien des Scandinaves ou des Finnois, je ne sais pas, ou des Danois. Je ne connais pas cette maison d'édition spécialement, mais c'est un très très bel ouvrage où vous pouvez voir différents artistes. Alors vous avez la liste des artistes qui reprennent les dessins, des dessins de l'époque période Dark Horse, mais pas que, aussi du Star Wars de chez Marvel, comme la couverture l'indique. Là c'est Walter Simonson, si je dis pas de bêtises. Là-haut, ce Dark Vador, ça ressemble plutôt à du Carmine Infantino. Voilà, d'autres artistes, d'autres petites beautés de ce genre. Donc, et il y a une multitude d'artistes qui ont repris. Alors là, c'est Jim Steranko, que vous connaissez tous, dans Nick Fury, agent
of Shield, voilà. Alors j'ai pas fait effectivement de visuel là-dessus parce que je me suis dit quand même. Là, ça ressemble à du John Romita Senior, mais oui, vous avez du John Romita Senior ici, sur la gauche, sur la droite, excusez-moi, j'ai encore attrapé froid, c'est Hugh Fleming qui a fait Boba Fett, et puis plein d'autres choses. J'essaie de vous retrouver. Là, on reconnaît un peu le style de Al Williamson, par exemple, qui avait fait l'adaptation de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi. Vraiment, voilà, très bon conseil d'objets d'art. Regardez ça, pour les passionnés. J'y reviendrai un peu plus en détail sur ce livre, parce que c'est un très très beau livre. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, à la toute fin, on a un interview qui est vraiment très très intéressant, et que je me suis dit, mais ça recoupe les informations qu'on a dans le comic signature, dans ce fanzine. Donc là, vous avez la liste de tous les dessinateurs, avec ce qu'ils ont fait un peu, qui ont travaillé, dont les dessins ont été repris sur les ouvrages, et croyez-moi, il y a une panée d'artistes, il y en a qu'on connaît, et puis il y en a que moi je connaissais pas, personnellement. Donc, la jeunesse du comics book, voilà. Le 27 juillet 1976, 11 jours seulement après la fin du tournage de Star Wars, George Lucas rencontre Roy Thomas, éditeur chez Marvel, et le dessinateur Howard Chaykin. Le but de cette réunion, commencer une collaboration dont résultera le tout premier comic book dérivé de Star Wars. Lucas, Chaykin et Thomas ont été réunis par le vice-président du marketing et des produits dérivés de Lucasfilm, Charles Lippincott. Ce dernier avait déjà engagé Howard Chaykin pour illustrer un poster de Star Wars vendu lors des conventions de science-fiction et de comics. À ce stade, presque aucun effet spécial n'a été effectué par Industrial Light et Magic. La 20th Century Fox, le studio qui finance le film, a peu d'espoir de voir un quelconque retour sur investissement et essaie de s'en désengager. Même Lucas n'est plus enthousiasmé par son space opéra. Le tournage a été un cauchemar et tout bien considéré, c'est un miracle que Lippincott ait réussi à signer un contrat avec Marvel, laquelle, avec DC, est l'un des piliers de l'industrie du comics book, ça évidemment vous le savez, afin d'adapter le script de George Lucas et une série de 6 épisodes. 3 d'entre eux doivent sortir avant le film, afin de susciter l'intérêt des fans de comics. La transcription de cette discussion est restée oubliée dans une boîte d'archives chez Lucasfilm. Pour la toute première fois, un extrait de cette réunion historique est rendu public. Donc vous avez tout cet entretien. On y découvre que George Lucas est fan de Marvel. Pour ceux que ça intéresse, qu'il est fan de comics, et que de toute façon Star Wars il l'avait un peu conçu dans cette idée-là, et il était heureux de savoir que sa franchise serait publiée par Marvel à l'époque. Donc c'est toutes les discussions un peu techniques aussi de comment ça va se passer. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez cette interview, ce magnifique interview dans ce super bel ouvrage, quoi. Vous voyez, encore quelques beaux dessins. Et je vous dis, ça, ces livres-là, c'est pour le plaisir des yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, On aime, c'est tout. Regardez ça. Là. J'insiste un peu parce qu'on est sur Star Wars pour une fois. Peut-être que j'en reparlerai encore de ce livre dans une autre émission parce que voilà, quoi. Est-ce qu'on a un peu... voilà, on a quand même quelques petites planches que vous connaissez bien. D'ailleurs, celui de gauche, qui est un dessin de Dave Cockrum, je sais pas si de droite, c'est pas le cas aussi. Je l'ai en t-shirt. Qui est dessinateur Dave Cockrum, voilà. À droite Dave Cockrum, donc à gauche, c'est Howard Chaykin et Tom Palmer. Voilà, c'est... ça, c'est... voilà. Non, mais voilà, j'ai pas insisté plus longtemps. Voilà mon autre conseil lecture. Allez hop, on passe au suivant. Donc Star Wars, c'est fait.
Concernant Iron Fist, si vous voulez retrouver cet épisode que je vous ai fait voir dans ce Titan 25, vous avez les intégrales. Il y a 2 intégrales Iron Fist. Celui-ci, c'est l'intégrale à 1976-1977, avec quand même beaucoup à la baguette, Chris Claremont et John Byrne au dessin. Voilà, hein, on retrouve quand même des épisodes, les fameux épisodes en question, et plus d'autres. Hein, il y a même les X-Men qui apparaissent dedans. Et puis je crois que... Non, ça doit être dans l'autre où il y a Iron Man. Voilà, bon. Et ben vous avez cette intégrale là. Pour Captain Marvel, le dernier intégral de la collection, alors je sais plus combien il y en a eu, l'épisode dont je vous ai parlé aujourd'hui apparaît dans cette intégrale là, qui est l'intégrale Captain Marvel 1978-1982, qui est le dernier de la série. C'est celui aussi où vous avez le graphic novel, le fameux graphic novel, La mort de Captain Marvel par Jim Starlin, que vous retrouverez dedans. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, moi, Pat Broderick, eh ben, c'est ma cam, les gars. C'est ma cam. Et on en parle dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire, ce que vous avez aimé ou pas ce dessinateur. Hein. Sur les envahisseurs. Alors, les envahisseurs, c'est plus compliqué, mais je m'attends à ce que Panini publie à un moment donné un intégral des envahisseurs. Donc bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, j'ai trouvé ça en version française, donc c'est dans la collection Hachette, qui reprend tout simplement tous les épisodes en français, hein, évidemment, avec un peu un explicatif des envahisseurs. Donc vous avez la couverture, le Giant Size numéro 1. Franchement, c'est un peu pourri de ce qui a été publié dans Titan. À part le Giant Size, parce que je crois qu'il n'a pas été publié dans Titan. Et voilà, c'est le Invaders numéro 1. Et c'est celui-ci. Alors moi, c'est l'histoire que je vous ai racontée, c'est dans le numéro 3, où que Jean Frissano s'est inspiré pour faire cette magnifique couverture. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ça. Il s'avère que j'ai 2 Masterworks en anglais qui regroupent une bonne partie. Alors je les ai pas tous, hein. J'ai pas l'intégralité de la série, mais j'ai beaucoup utilisé aussi ces 2 comics pour les visuels, particulièrement les visuels. Et puis voilà quoi, des envahisseurs. Ben, ça fait quand même qu'on a parlé de pas mal de choses. J'ai presque fini parce que et après je vous libère, je vous embête plus. Vous me posez, sauf souvent, hein, moi j'ai des fois des messages personnels qui sont pas forcément postés sous mes vidéos, hein, ça me fait plaisir, hein, j'ai rien contre. Et on me demande, mais dis donc Planète, comment se fait-il que tu as autant d'informations, c'est quoi tes références, c'est quoi machin bidule, ton référencement. Alors il y a des choses qu'on peut trouver sur internet, mais je vais pas vous le dire parce que les magiciens ne dévoilent pas leurs secrets. Mais je vais vous en dévoiler une petite partie. Il existe 2 ouvrages de référence. Alors j'en ai plusieurs hein, sur Marvel, mais ces 2 ouvrages-là parlent énormément des éditions françaises qui ont publié Marvel Comics en France, et uniquement d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, tout ce qui a été publié par Marvel en France avant les années 2000. Je vais vous les présenter. Ils sont pas tout neufs, hein. Ils sont même assez anciens. Donc vous avez l'encyclopédie Marvel en France, volume 1, les éditions Lug, Semic. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que quelqu'un en parlait. Oui, il ignorait qu'il y avait un volume 2, mais ça je vais y venir après. Donc apparemment, on doit ça, c'est les archives éditions chez cet éditeur. Alors Alsmos Nino, excusez-moi si j'ai des... Billard et Charnay, je crois que c'est Billard qui a travaillé surtout sur le volume de suivant. On a à l'intérieur de cet ouvrage tout ce que les éditions Lug ont publié sur Marvel. Donc ça comprend pas les éditions Lug, genre Zambla, Blake LeRock et compagnie. Non, là on parle de tout ce qui a été publié qui concerne Marvel. Je suis même pas sûr, d'ailleurs c'est même certain, qu'ils ont même pas intégré les Mustangs où il y a les héros de chez Lug. Je vérifie quand même parce que avant de vous dire une bêtise,
Non, je crois pas. Hein. Je vois les Ombrax Saga, voilà les albums. Donc ça se présente comme ça. Vous avez des visuels dans cet esprit-là, à l'intérieur, avec toutes les couvertures hein, qui sont référencées. Là, en l'occurrence, c'est Special Strange. Vous pouvez voir. À l'intérieur, bah, il y en a d'autres. Hein, voilà, hein, je prends. Ça, c'est les speedés. Vous avez tous les speedés. Il y a une ou deux erreurs, je crois, de mémoire sur les visuels, mais rien quand même de dingue. Hein. C'est pas très grave parce que franchement, il y a un travail là de référencement énorme. C'est des albums araignées, voilà. Hein. Alors, il n'y a pas que ces visuels là dedans. À la fin, à la dernière partie du livre, il y a même, si je vais vous faire voir ça quand même, il y a même les et ça, il fallait que je vous le fasse voir. Il y a même les posters des éditions Lug qui sont ici représentés. Donc, qui ne concernent que les posters des personnages Marvel. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas Micros et Photonic, hein, par exemple. Ça va vous rappeler ce que vous aviez dans votre chambre, hein, comme moi. Hein. Et les posters un peu plus récents aussi. Hein. Et donc, la dernière partie, il faut les bons yeux. La dernière partie, c'est ça, vous voyez. Donc, vous avez par série, la série française. Donc, évidemment, là, si je prends, là, c'est Marvel, donc c'est le frère siamois de Strange. Si je prends le numéro 1, vous avez les séries qui ont été publiées, le comics book en référence qui est sorti aux États-Unis. En l'occurrence, Fantastic Four 1, c'est un. C'est vrai que là, j'ai pas mes lunettes, hein. Excusez-moi, j'aurais dû prendre ma loupe. Hein. Fantastic Four 1, vous avez le scénariste, le dessinateur et l'encreur. Et si je ne dis pas de bêtises, quelque part, vous devez avoir... Alors, sur certaines couvertures, édition française, Non, c'est pas précisé, il me semblait que ça l'était quelque part, que vous avez aussi... Mais si, ça doit être dans les dessinateurs. C'est ça, dans les dessinateurs. Alors évidemment, j'ai pris le pire exemple, parce que Marvel reprenait sûrement des dessins originaux. Retouchés, il faudrait que je prenne plutôt un Strange. On va prendre le Strange numéro 100, par exemple, puisque je sais que c'est Jean-Yves Mitton. Le numéro 100... Vous avez les épisodes de l'araignée, tatati tatata, scénariste ok. Ah, j'arrive pas à lire. Hein. C'est tellement petit, excusez-moi. Mais normalement, vous avez les noms de ceux qui ont fait les couvertures. Ça, je vous le garantis, parce que c'est là où c'est par rapport à ça que je le sais. Voilà, vous avez les récits complets Marvel et ainsi de suite. Il y a eu un tome 2 chez LB Édition. Alors moi, je sais pas si il y a un lien entre les deux éditeurs. Toujours fait par monsieur, je crois que c'est monsieur Billard qui est aussi Lionel Billard, voilà, avec Nicolas Marquet. Et là, ils sont intéressés, dans cette suite, de prendre tous les autres éditeurs qui ont publié du Marvel entre 1970 et 2000. C'est le même principe. Donc, vous avez, par exemple, Marvel France, vous voyez, avec Marvel Select, les mêmes couvertures, et à la fin, vous aurez le même travail de référencement. Que je vous ai fait voir précédemment. Dedans, vous avez France Sud, par exemple. Hein, tous ceux qui s'en souviennent, c'est comme ça que je sais des choses. Hein, sur zombies, les histoires de zombies, par exemple, ou Terreur. Hein, vous avez Comics USA, Glénat, tout ce qu'ils avaient publié à l'époque. Évidemment, Aventure et Voyage pour Conan, est aussi référencé. Et... on ne peut pas ne pas parler d'Étranges Aventures, des éditions Harody Artima, qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, donc c'est ces deux livres-là. Je pense que si vous les retrouvez, aujourd'hui c'est plutôt en brocante, hein, parce que moi je les garde précieusement, c'est vraiment deux belles références intéressantes. Ensuite, je vais vous parler de deux autres choses, très rapidement quand même. Toujours très rapidement.
Eh ben, Al Williamson. Je suis monté dans mon grenier il y a pas longtemps, les amis, et je suis tombé sur ça. Et j'ai fait, oh, je l'avais oublié. Alors, c'était Culture Comics, c'est Néophélis Édition qui avait publié ça, où vous avez tout le travail de Al Williamson sur Flash Gordon. Donc, on en a parlé dans Star Wars, évidemment, l'adaptation de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Vous avez ce petit objet qui est quand même super sympatoche avec l'adaptation du film, entre autres, qu'il avait fait à l'époque. Et pas que, sur les épisodes, sur différentes époques et différentes années. C'est un joli petit objet, puis c'est un artiste, un dessinateur assez exceptionnel, je trouve. Voilà. Donc je vous fais découvrir très très rapidement parce que ça vous donnera envie. L'édition originale en couleur, je l'ai, mais au grenier. J'ai pas remis la main dessus, mais voilà, vous avez au dos toutes les covers de Flash Gordon, si ça vous intéresse. Enfin, j'ai envie de dire, je crois que je vais terminer sur ces deux beaux ouvrages qui ont été publiés par Urban Comics, que je vais vous sortir tout de suite de là. Ah, ils sont lourds. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que Jérôme de Le French Geek a fait une vidéo qui m'a passionné sur les catalogues des artistes de comics book. J'ai trouvé ça passionnant et je me suis posé la question, mais sur sa vidéo, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me fait écho parce que j'ai quelque chose dans ma bibliothèque en français. C'est Urban Comics qui a publié ça. C'est vrai que c'est un super ouvrage. C'est à ma connaissance le deuxième ouvrage sur John Buscema qui a été publié. Jack Kirby a eu plus d'ouvrages. C'est ce magnifique bouquin qui s'appelle Big John Buscema par Florentino Flores. Donc j'imagine que c'est du travail fait par les Espagnols parce que les choses se sont un peu plus éclairées en regardant sa vidéo. Je me suis dit, oh, mais les Espagnols ont fait quand même pas mal de choses intéressantes. Donc je pense que c'est l'adaptation en version française. Croyez-moi, c'est un super ouvrage. Regardez-moi ça. Déjà, il y a tout le travail de John Buscema chez Marvel. Ma connaissance, il n'a pas été chez d'autres éditeurs. Alors, je me trompe peut-être, mais ça, vous m'en parlerez dans les commentaires. Mais c'est un bijou de lecture. Vous avez sa bio en français et vous avez tout son travail d'artiste. Un artiste et un dessinateur incontournable pour moi, mais vraiment incontournable. C'est l'archétype. C'est peut-être même l'un des plus grands dessinateurs Marvel qui a marqué son temps. Voilà, vous avez toutes ces belles planches incroyables. Et donc, si vous aimez le principe un peu artiste édition, croyez-moi. Cet ouvrage, il est fait pour vous et il est encore trouvable. Alors, vous pouvez le trouver chez Urban. Je sais plus combien je l'avais payé à l'époque. C'est pas pour un ouvrage de cet acabit, c'est pas l'ouvrage le plus cher que j'ai payé de mémoire. Voilà, je vais pas Tarzan, son travail sur Tarzan chez Marvel Comics aussi. Ça, c'est pour mon petit Norman, comme il aime beaucoup Tarzan. Tac, allez, c'est pour toi, spécial dédicace. Enfin, il y a un peu la même chose, mais c'est pas l'adaptation d'un catalogue. C'est Jack Kirby et King of Comics, toujours chez Urban, qui est dans le même esprit que Big John Buscema. Alors, c'est de Marc Evanier. Alors là, pour le coup, Jérôme, le French Geek, m'a dit, ouais, par contre, lui, c'est pas top, machin. C'est un proche de Jack Kirby, mais qui est un peu dévoyé. Donc, si j'en ai bien compris le principe, donc son historique est pas vraiment à suivre à la lettre, même si on apprend plein de choses intéressantes. Sinon, je trouve que en termes d'objets, vous avez un travail à peu près équivalent, quoi. Je veux dire à celui de Big John Buscema. C'est un super bouquin aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Un super livre avec des dessins mais incroyables. J'ai essayé de vous trouver des trucs un peu étonnants, quoi, quand même. Comme ça, par exemple. Regardez ça. Tac. Voilà, quoi. Je veux dire. Donc, je vous invite à découvrir ces deux beaux bouquins. Vraiment, ces deux livres incroyables sur Jack Kirby.
Ça doit être mon 1, 2, troisième bouquin, je crois, parce que je dois avoir 3 livres en français qui traitent du sujet. J'ai un livre qui traite de ce qu'il a fait chez Marvel Comics, un livre qui traite de ce qu'il a fait chez DC Comics, ça c'est sûr. Et j'ai celui-là où il a travaillé chez tous les éditeurs où il a travaillé. Hein. Je crois qu'ils y sont tous. Si je prends la fin, là par exemple, on voit son travail sur les New Gods. Vous voyez, je vais pas donc chez DC Comics, donc c'est pas vraiment uniquement Marvel, hein, contrairement à John Buscema. Voilà. Et je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que, si j'oubliais, j'avais dit, je leur fais un petit teaser pour la prochaine fois. Qu'ils sachent que cette année, il y a ça qui va se préparer. Alors, j'ai réfléchi, ça sera dans un bulle d'air. Oui, ça sera dans un bulle d'air. Ça va être dans un bulle d'air, pas le numéro 20, parce que le numéro 20, il est déjà entamé, il est déjà un peu monté. J'attends juste la sortie de 2 ouvrages. Vous le savez, ça sera sur les omnibus liés à Micros et au Micronautes. Mais le Bulle d'Air 21 est aussi en préparation. Parce que quand je suis monté dans mon grenier, il faut retrouver certaines choses. J'ai redégoté tout ça. Et alors je vais essayer de rien oublier parce que tac, j'ai redégoté tout ce petit truc là. J'ai retrouvé tous mes Mustangs et je me suis dit, Planète, ça serait pas mal de faire un bulle d'air sur Micros et Photonic, sur tous les ouvrages que je possède concernant ces 2 héros. Et que si ça vous plaît, on fera la suite, on fera les autres héros des éditions Lug. Je pense à Chronos, je pense à Epsilon et je pense à Cosmo. Et je vais en parler aussi, je vais pas vous le cacher, mais évidemment que je vais vous parler de Mustang aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, parce qu'il y a quand même des couvertures. Moi, il y a une couverture. Alors celle-là, je l'adore. Celui-là, je l'avais eu dans une pochette à la plage. Celui-là, toc, pas classe, quoi, tu vois, je veux dire. Aux arcs, etc. Alors celui-là, c'est un vieux, tac, c'est l'autre. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. C'est celui-là, je l'ai sous la main. Regardez-moi cette magnifique couverture. Incroyable, qui, je pense, est de Jean-Yves Mitton. Alors, faut savoir que c'est Sirotota qui dessinait Photonic, mais toute la saga du Minotaur, c'est génial. Ça, je vous le dis tout de suite. Je suis trop content de les avoir récupérés. Vous voyez, tac, c'est que du bonheur. Voilà, donc on parlera dans Bulle d'Air 21 de Micros et Photonic et dans le 22 de la suite, à moins que je décale dans le temps et que je mette autre chose à la place. J'ai encore rien décidé là-dessus. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Donc, écoutez, moi ce que je vous dis, si cette vidéo vous a plu, vous partagez, vous likez, vous mettez un pouce bleu, vous mettez des commentaires, ça me fait plaisir, ça me fait de la pub aussi. Plus on est des fous, plus c'est bien, plus c'est génial. Et puis je crois que j'oublie rien, quoi. J'oublie rien. Si, j'oublie quelque chose. Je vous embrasse tous et n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous.